Philosophie et intuition. L'art d'inventer les problèmes chez Bergson. Dans le cadre de la série sur la nature de la philosophie, nous proposons ici une interrogation sur la position bergsonienne vis-à-vis de la philosophie, dans son rapport au positionnement des problèmes et à l'intuition. La question de la nature de la philosophie hante la vie de Bergson. Elle la hante sur de nombreux points, à la fois sur la question de la méthode, à la fois sur la question de l'objet et sur la question de la légitimité. Bergson est né en 1859 et mort en 1941. Il fut un philosophe de la Troisième République. Non pas que son œuvre soit politique au sens premier du terme, comme ont pu l'être des œuvres comme celles de Platon, Aristote, Hobbes, Locke ou Spinoza, pour ne donner qu'une liste très partielle des grands philosophes qui furent également des théoriciens politiques, mais parce que le tournant qu'il fait prendre à la philosophie est un tournant qui est lié à l'évolution du monde sous la Troisième République. Ce monde est celui d'une industrialisation entamée peu de temps auparavant et à une forme nouvelle de rapport à la science, et en particulier à ce qu'on a appelé la science positive. Celle-ci, comme nous le verrons dans un prochain épisode sur la nature de la philosophie, a en effet fait peser une lourde question sur la philosophie, qui peut sans doute se résumer à une formule. Puisque nous avons une science qui établit des faits incontestables, devons-nous conserver une philosophie sous sa forme théologique ou même métaphysique? Cette question, qui fut celle d'Auguste Comte, fut également celle de Bergson. Cependant, Bergson apporta une réponse radicalement différente de celle du polytechnicien, puisqu'il estima que la philosophie sous sa forme métaphysique devait être conservée, alors que pour Auguste Comte, on pouvait sans doute se passer de ce genre de fable. Et l'une des questions qui se pose avec la pensée de Bergson est de savoir comment faire pour conserver la métaphysique à une époque industrielle, et également pourquoi le faire. Une autre question non moins cruciale, et peut-être même plus importante, est celle de savoir si la métaphysique conserve la même forme avec l'évolution du monde. Bergson propose une métaphysique fondée sur l'intuition, intuition qu'il oppose à l'analyse et qui sert à comprendre une certaine durée. Cette philosophie repose sur un problème fondamental à ses yeux, celui de savoir poser les problèmes. Dans le recueil de textes La pensée et le mouvant, il fait du thème de la position des problèmes le point central de la philosophie. Quelques décennies plus tard, Gilles Deleuze commentera ce texte en disant que pour Bergson, la question du vrai et du faux ne consiste pas simplement à donner la réponse juste à une question posée. Le vrai et le faux, au contraire, commencent avant. Ils commencent avec l'art de poser les problèmes. Parce qu'il y a de faux problèmes. Et le faux commence avec les problèmes. Ces problèmes sont ceux de la métaphysique d'analyse et d'entendement. Bergson récuse cette dernière métaphysique et la qualifie de pathologique. Cette pathologie mène à l'angoisse. On sait que ce thème psychologique avait été identifié comme un des principaux ressorts de la métaphysique par des penseurs comme Kierkegaard, qui faisait du rapport à Dieu un rapport angoissant, ou par Martin Heidegger, qui faisait dans son texte « Qu'est-ce que la métaphysique ?» de l'angoisse un rapport au néant. Les trois penseurs faisaient de ce fait de la métaphysique un problème médical et pathologique. Cependant, là où Heidegger et Kierkegaard soulignaient d'abord la pathologie en tant que telle, on se souvient que pour Heidegger, le rapport à la santé et à la folie avait été développé dans ce qui a été développé comme Daseinanalyse par les psychiatres
et des philosophes comme Ludwig Binswanger ou même Henri Maldinet. On se souvient donc de cela, mais la position de Bergson sera différente, parce que Bergson considérait, semble-t-il, que l'angoisse métaphysique avait sans doute des effets angoissants, mais qu'elle relevait d'abord de l'erreur, ce qui n'était pas forcément le cas pour Heidegger ou pour Binswanger, qui considérait sans doute plus qu'il s'agissait d'abord de pathologie avant d'être de l'erreur. Autrement dit, pour Bergson, on a des angoisses parce qu'on a commis une erreur, tandis que pour Heidegger, Maldinet, Binswanger, c'est parce qu'on a des angoisses qu'on tombe dans la métaphysique. Naturellement, la question ici posée est abyssale, et il n'est pas sûr que les positions que nous présentons soient aussi antagonistes que nous le disons. Disons simplement cependant que dans les deux cas, le rapport au discours métaphysique à la pathologie est clairement identifié. L'originalité de Bergson consistera à dire qu'il est une métaphysique possible sans rapport au néant, et sans rapport à l'angoisse donc. Ce qui n'était probablement pas le cas pour des gens qui suivraient les analyses heideggeriennes. La question « Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien ?» énoncée par Leibniz et reprise par Heidegger dans son cours Introduction à la métaphysique, est décrite par Bergson comme une question fautive. Il dit ainsi: Mais quand nous transportons du domaine de la fabrication à celui de la création, quand nous demandons pourquoi il y a de l'être, pourquoi quelque chose ou quelqu'un, pourquoi le monde où Dieu existe et pourquoi pas le néant, quand nous nous posons enfin le plus angoissant des problèmes métaphysiques, nous acceptons virtuellement une absurdité. Car si toute suppression est une substitution, si l'idée d'une suppression n'est que l'idée tronquée d'une substitution, alors parler d'une suppression de tout et poser une substitution qui n'en serait pas une, c'est se contredire soi-même. Ou l'idée d'une suppression de tout a juste autant d'existence que celle d'un carré rond, l'existence d'un son, flatus vocis, ou bien, si elle représente quelque chose, elle traduit un mouvement de l'intelligence qui va d'un objet à un autre, préfère celui qu'elle vient de quitter à celui qu'elle trouve devant elle, et désigne, par absence du premier, la présence du second. Le problème de cette façon de faire consiste à partir de ce qui n'est pas pour prétendre raisonner sur ce qui est. La méthode est donc fautive. Bergson souhaite remplacer l'idée de néant et l'idée de désordre, qui sont chaque fois des idées négatives, qui traitent de ce qui n'est pas, par des intuitions philosophiques, qui sont celles des grands philosophes. Le grand philosophe est celui dont l'intuition va produire des problèmes nouveaux, des problèmes créatifs, qui obtiendront leur réponse. Le résultat d'une intuition bergsonienne est sans doute comparable par bien des aspects à celui de l'englobant de Karl Jaspers. L'un comme l'autre possède un caractère indicible. Concernant les problèmes, Bergson insiste sur le caractère inventif de ces derniers. Inventer ne signifie pas imaginer, ça signifie au contraire faire devenir réel ce qui ne l'était pas. Il dit ainsi: mais poser le problème n'est pas simplement découvrir, c'est inventer. La découverte porte sur ce qui existe déjà, actuellement ou virtuellement. Elle était donc sûre de venir tôt ou tard. L'invention donne l'être à ce qui n'était pas. Elle aurait pu ne venir jamais. Les grands philosophes sont donc de grands créateurs. C'est ce qu'on peut voir avec les analyses sur la notion d'intuition, qui est avant tout une notion traversée d'affect.
Cet affect est celui de sympathie avec le monde. Bergson disait: dans la page qu'elle a choisie du grand livre du monde, l'intuition voudrait retrouver le mouvement et le rythme de la composition, revivre l'évolution créatrice en s'y insérant sympathiquement. C'est sans doute avec les analyses que Bergson fait de Berkeley qu'on pressent le mieux ce que Bergson entend par l'intuition philosophique. D'après Bergson, on peut essayer d'analyser les positions, assez paradoxales il est vrai, de Berkeley, procéder à une analyse qui, selon les mots de Bergson, donnerait une salade qui ressemblera suffisamment de loin à ce que Berkeley a fait. Mais ce faisant, on manquerait ce que Berkeley a fait et a dit en réalité. Nous ne voulons pas proposer ici une analyse de ce que Bergson a fait dans ce texte. On renverra simplement les personnes intéressées au texte sur l'intuition philosophique, dont la pensée est le mouvant. Le point que nous souhaitons ici développer sur la nature de la philosophie est autre. Bergson nous intéresse parce qu'il propose une analyse de la philosophie comme une métaphysique qui pose des problèmes comme invention et qui les lit comme une intuition liée à une sympathie. On dira que tout cela reste fortement mystérieux, et cela l'est dans une large mesure. Ça suppose néanmoins une certaine nouveauté dans la philosophie, dans son lien à la modernité et au monde industriel. Bergson maintient la métaphysique malgré ou en plus, en même temps que le monde industriel, ce qui peut paraître paradoxal. Alors que les réponses des liens à l'industrie et à la philosophie ont pu être des réponses de fort antagonisme, comme avec le positivisme ou avec le marxisme, qui dira, selon la formule de Marx, que les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde alors qu'il s'agissait de le transformer. Bergson, au contraire, considère qu'on peut conserver certains thèmes, comme ceux de la relation de l'âme et du corps, par exemple, à condition de bien saisir ce qui ferait l'essence de la philosophie, l'art de bien poser les problèmes, dans un rapport donc toujours clair à l'intuition. Une question reste cependant toujours ouverte à notre époque. Dans un monde où la réussite sociale et où l'espace public semble contrôlé par une réussite de type économique, les questions de type métaphysique ne paraissent-elles pas désuètes en un certain sens? À cela, Bergson répondrait probablement par la négative. Reste à savoir s'il y a encore une place pour le bergsonisme dans le monde moderne d'aujourd'hui. Cela n'est pas tout à fait établi.